Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Fin du voyage pour le Clémenceau. L'immense carcasse de métal est amarrée dans le port de Brest. Le maire de la ville espère s'en débarrasser au plus vite. Plusieurs groupes français et étrangers se sont portés candidats pour son démantèlement. Une nouvelle affaire de violence à l'école. Le principal d'un collège de Pantin, près de Paris, et son adjointe ont été agressés par un ancien élève. C'est le dernier d'une série d'incidents. Les cours ont été suspendus au moins jusqu'à vendredi. La loi Sarkozy sur l'immigration définitivement adoptée à l'Assemblée par 367 voix contre 164. L'UDF s'est à nouveau divisé. Nous verrons comment s'effectuent les transferts d'argent entre la France et un village malien. C'est le dossier de cette édition. La Chine est elle aussi confrontée à l'obésité. Le gouvernement lance un programme national car un enfant sur 10 est en surpoids. Comme en Occident, l'alimentation plus riche et les modes de vie plus sédentaires expliquent cette tendance. 3 nouvelles planètes gravitant autour d'une étoile ont été découvertes par une équipe d'astronomes. C'est à ce jour l'ensemble qui ressemble le plus à notre système solaire, mais la présence d'eau, donc de vie, est jugée très improbable. Enfin, Monica Bellucci et Audrey Tautou en vedette sur les marches de Cannes pour l'ouverture du festival. Hier, le Da Vinci Code a été très fraîchement accueilli par la critique. C'est un retour au bercail après des mois d'un voyage pour rien. La coque vide du Clémenceau est donc revenue dans son port de naissance. L'arrivée du convoi a suscité de la curiosité et un peu d'émotion aussi. Il va maintenant falloir éclairer l'intérieur du bateau pour examiner minutieusement les 2800 pièces et décider de la suite des opérations. Sur place, Thierry Curtet, Valérie Lucas. Dans le petit temps gris de Bretagne, l'ex-Clémenceau s'avance, tracté depuis 20 000 km. Brest n'est pas forcément sa dernière étape avant son démantèlement, mais cette escale doit faire taire toutes les polémiques. Depuis les rives de la Rade, quelques anciens, nostalgiques, se souviennent. Je ne peux pas voir comme ceux qui n'ont pas navigué, c'est-à-dire que je vois là des avions qui sont catapultés, qui appontent. Je vois le service dans lequel j'étais, je vois les moments, les bons, les mauvais, les dramatiques. Tout ça, tout d'un coup, ça remonte et puis c'est pas fini. Car de loin, la silhouette en impose. De près, c'est autre chose. 9 ans sans entretien et près de 5 mois de mer ont eu raison de sa superbe. Cette coque de 265 mètres de long, sans hélice, a besoin de 8 remorqueurs pour s'aligner à l'entrée de la base navale. Cet ex-jeune matelot ressort son bachi de la naphtaline. Il fut appelé sur le Clem en 61-62. Et on mangeait. Le matin, tous les matins, on avait le pain frais. Puis bon, le bigrement bien. Je trouve lamentable sa fin. C'est dommage. Il ne méritait pas ça. Les 8 remorqueurs le poussent jusqu'au quai. Il faut l'amarrer solidement. L'opération durera 48 heures. Ensuite, s'assurer que l'atmosphère est parfaitement viable. Et puis on va mettre de l'éclairage dans un certain nombre de locaux que l'on a identifiés comme étant des locaux à contrôler en priorité, de façon à ce que les experts puissent venir réaliser en toute sécurité leurs opérations. Ces expertises dureront 6 mois. Le désamiantage peut être 6 mois également. La démolition de l'ex-Clémenceau ne commencera sans doute pas avant l'hiver 2016. Oui, d'après les autorités, il reste 50 à 100 tonnes d'amiante à l'intérieur, 10 fois plus selon Greenpeace. Et c'est bien cette question de l'amiante qui est à l'origine de l'errance du bateau, qui a duré des mois, des années, et qui a été rythmée, vous le savez, par nombre de batailles juridiques et médiatiques. Frédéric Crotta. Après une quarantaine d'années de bons et loyaux services, fin de carrière en fanfare pour le Clémenceau. Départ avec les honneurs en 1997 à Brest, la même où il fut construit. Le Clem, comme on l'appelle, a fait 38 fois le tour du monde. Désarmé, débaptisé et affublé d'un vulgaire matricule, sa dernière destination sera la casse. En 2002, la France le vend pour une bouchée de pain à une société espagnole. Celle-ci se charge de le désamianter dans un pays européen, comme la loi l'y oblige. En échange, elle se paie sur la vente de la ferraille. Direction officielle, l'Espagne. Mais 4 jours plus tard, c'est en Turquie qu'on le retrouve. Le contrat est rompu, premier retour à l'envoyeur. Casse départ, Toulon. Peu de temps après, un appel d'offres est lancé et c'est la société SDI qui entame une partie du désamiantage en rade de Toulon. Donc ça, c'est de l'amiante? C'est de l'amiante. Il y en a beaucoup dans la salle des catapultes? Voilà, partout où on a de la vapeur, des tuyauteries de vapeur, on trouve des calorifuges en amiante.
Mais l'opération est entourée d'un flou artistique. Combien de tonnes d'amiante ont-elles été retirées lors de cette première opération et surtout combien en reste-t-il? 45 selon le ministère de la Défense ou 1000 tonnes, comme l'affirment les écologistes qui saisissent les tribunaux. En décembre 2005, la justice l'autorise finalement à prendre la mer, direction l'Inde, où les travaux de désamiantage et de désossement du navire devront s'achever, enfin on l'espère. Partisans de l'action spectaculaire, les militants de Greenpeace réussissent en pleine mer à monter à bord du Clémenceau et veulent alerter l'opinion publique sur les dangers de ce type de transport. Nouveau coup dur, le 12 janvier dernier, l'Égypte refuse tout net l'accès du convoi au canal de Suez. Quelques jours plus tard, l'autorisation de passage est donnée, moyennant 400 000 €. Mais c'est l'Inde qui donne le coup de grâce. Après avoir longuement tergiversé, la justice indienne interdit l'accès à ses eaux territoriales et donc à ses chantiers. L'annonce est faite un peu avant la visite officielle de Jacques Chirac à New Delhi. En France, 2 jours plus tard, le Conseil d'État décide à son tour de suspendre le transfert, retour définitif à l'envoyeur. Pour nous, c'est à la fois une victoire sur le plan du droit et sur le plan de la morale. Un communiqué de l'Élysée tombe aussitôt après. Au vu du dossier, le président de la République a décidé de rapatrier le navire en France. Un revers et une addition politique salée pour Michel Alliot-Marie, montré du doigt pour la mauvaise gestion de l'affaire. Addition salée tout court puisque le voyage de retour est estimé à 1 million d'euros. Coût total de l'opération, 12 millions d'euros, sans oublier les frais à venir de désamiantage et de démantèlement de l'ex-Clémenceau. Partout dans le monde, la question du démantèlement des navires de guerre est posée. Aux États-Unis, les autorités ont décidé que certains de ces bateaux seront tout simplement coulés pour devenir des récifs artificiels. La première opération du genre, très spectaculaire, vient de se dérouler il y a quelques minutes au large de la Floride. Il s'agit justement d'un porte-avions, vous le voyez, de dimension comparable au Clémenceau. Il avait servi pendant les guerres de Corée et du Vietnam. Tous les produits toxiques qu'il contenait ont été retirés. L'Agence pour la protection de l'environnement avait donné son feu vert. La préparation de cette opération a été minutieuse. Reportage Martine Laroche-Joubert, Douglas Higginbotham. Avec 22 charges explosives placées à bord, ce bateau de guerre américain coule au large de la Floride, un porte-avions transformé en récif artificiel, un exploit technologique qui n'efface pas sa mémoire. Ils ont des airs de retraités, heureux de prendre le large, mais leur casquette témoigne du temps où ils servaient dans la marine. Ces vétérans des guerres de Corée et du Vietnam viennent rendre un dernier hommage à leur bateau. Le voici du temps de sa splendeur. Grandeur et décadence, l'Oriskany est envoyé par le fond aujourd'hui. Ça me fait mal au cœur. On dirait qu'il va se casser en deux. C'est triste à voir. Nostalgie et espoir pour un nouveau destin, devenir le plus grand récif artificiel du monde. Je préfère le voir couler et être encore utile, plutôt que détruit et oublié à jamais. Un paradis pour les plongeurs, comme autour de ce char de combat. La vie s'installe au cœur de l'acier avec des mollusques, des coraux et des poissons. Maître d'œuvre du projet, ce biologiste, il prépare ici les bouées qui délimiteront la zone du sabordage. L'Oriskany a été décontaminé aux États-Unis. Selon lui, l'environnement et la santé seront préservés. Sous l'eau, une fois l'amiante mouillée, elle n'est plus dangereuse. Et quand nous lui parlons du Clémenceau, il a son idée. Je suppose que les mêmes précautions, les efforts et les moyens financiers qui ont servi pour l'Oriskany pourraient s'appliquer au Clémenceau, afin qu'il devienne lui aussi un récif artificiel. Avant de le voir partir pour sa prochaine mission sous-marine, ces vétérans emportent avec eux cette ultime image de leur cher bateau. En bref, 3 morts, 3 touristes français dans l'accident d'un petit avion au Maroc. L'appareil avait décollé d'Agadir, dans le sud du pays, pour Tétouan et il s'est écrasé dans les montagnes. On ne connaît pas l'origine de l'accident. En France, on reparle de la SNCM, la Société Nationale Corse Méditerranée. Le journal Le Parisien révèle le contenu d'un audit privé. Il confirme l'existence de trafics auxquels seraient mêlés des représentants de la CGT. La compagnie confirme que plusieurs procédures sont en cours. Stéphane Despinois, Jean-Louis Melin. Le Pascal Paoli détourné, épisode emblématique du bras de fer autour de la SNCM l'automne dernier. Cette fois, la compagnie pourrait défrayer la chronique judiciaire. C'est un ancien PDG qui accuse. Il était aux commandes de la SNCM il y a 10 ans.
Selon Philippe Galli, le harcèlement sexuel était monnaie courante à bord des navires. Il cite le cas d'une jeune intérimaire enfumée dans une cabine car elle n'avait pas voulu céder aux avances d'un marin. J'ai appris à cette occasion qu'il était de pratique courante de répartir les jeunes femmes pour les traverser un peu comme du bétail entre les messieurs et que ça faisait partie des pratiques admises. Selon les révélations du Parisien, un audit commandé par la direction a mis au jour des malversations à bord des navires. En effectuant une traversée à bord de l'île de Beauté fin 2005, les contrôleurs de la société Universal Security Partner ont par exemple noté, pour le bar à l'arrière du navire, aucun ticket de caisse déchiré, quelques manipulations en caisse, sous-entendu les tickets servaient plusieurs fois. En plein conflit, nous avions questionné les marins sur l'existence de pratiques douteuses. Vous rigolez ou quoi? Question taboue, le ton était vite monté. Non mais oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non mais on est des voleurs nous? Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut? Ils vont rigoler ou quoi? Y a-t-il eu une loi du silence à la SNCM? La CGT plaide non coupable. En tout état de cause, si silence il y a eu, je ne vois pas en quoi c'est le fait de l'organisation syndicale, parce que ce n'est pas l'organisation syndicale, c'est la direction qui est à l'origine de sanctions éventuelles. Bien embarrassée, la direction affirme, elle, que des sanctions sont prises lorsque c'est justifié. Coïncidence ou pas, le passé de la SNCM refait surface au moment même où le groupe privé Veolia s'apprête à reprendre la barre du navire. Une nouvelle affaire, je vous le disais, de violence à l'école, encore une fois en banlieue parisienne. Un collège a été le théâtre de plusieurs graves incidents récemment. Et en fin de semaine dernière, c'est le principal et son adjointe qui ont été agressés par un élève expulsé récemment. Le personnel est choqué, les cours ont été suspendus. Benoît Bringer, Guillaume Martin. Les grilles du collège sont restées fermées pour le deuxième jour consécutif. Trop de violence, la situation était devenue intenable. Vendredi dernier, le principal a été agressé alors qu'il refusait l'accès à l'établissement à un élève renvoyé quelques mois plus tôt. Il a tenté une strangulation à l'aide de ma cravate, il m'a donné des coups de pied, il a violemment frappé au visage mon adjoint. Hier, c'est l'explosion de pétards artisanaux, dont un à côté du visage d'une enseignante, qui ont convaincu les autorités de fermer l'établissement. Les quelques élèves présents devant le collège aujourd'hui confirment cette montée de la violence. Soit ils renversent de l'essence sur les escaliers, ils essaient de frapper les professeurs. Enfin, vu qu'ils savent qu'ils ont raté leur année de 4e et qu'ils n'ont rien fait en 3e, au niveau du travail, c'est terminé pour eux. Enfin, ils n'ont rien à perdre maintenant. Comment vous le vivez, ça? Mal. Parce que nous, on aimerait travailler et puis on nous gâche ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, les enseignants se sont réunis pour tenter de trouver des solutions. Mais la tâche est difficile pour cet établissement situé en plein cœur d'un quartier sensible de Pantin. Certains élèves ou anciens élèves nous font bien comprendre qu'on est dans leur cité et que c'est la loi de la cité qui doit prévaloir et pas la loi républicaine. L'élève de 16 ans soupçonné d'avoir agressé le principal a été mis en examen pour violence volontaire. Le collège doit rouvrir ses portes demain matin. Le point final du débat sur l'immigration, la loi défendue par Nicolas Sarkozy a été adoptée par l'Assemblée nationale tout à l'heure. L'UMP et une partie de l'UDF ont voté pour, la gauche a voté contre. Le texte, je vous le rappelle, durcit les conditions d'entrée et de séjour en France et instaure le principe de l'immigration choisie. Une loi qui provoque, on l'évoquait hier, des remous en Afrique. Nicolas Sarkozy est attendu ce soir au Mali et la manifestation annoncée n'a finalement rassemblé que 200 à 400 personnes à Bamako, la capitale, à l'appel des partis de gauche et des associations d'expulsés. Le Mali, dont les immigrés en France sont particulièrement organisés. Voici très concrètement comment fonctionne le système pour envoyer l'argent au pays. Les hommes se regroupent par village dans les foyers. Ils se relaient parfois de père en fils. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Gilles Marinet et Emmanuel Morel. Sékou Batili, 34 ans, réparateur d'ascenseurs. Sa journée de travail s'achève, une autre tâche commence. Ce jeune Malien est le moteur d'une association qui rassemble des immigrés originaires du même village. Lui est arrivé en 1998 à Montreuil. Il a vécu dans ce foyer. Sékou est venu par nécessité et selon la tradition, il a pris la place du père, rentré au Mali. Ça, c'était mon lit. En fait, il a d'abord appartenu à mon père. Combien de temps a-t-il passé ici? De 69 jusqu'en 97. Donc, c'est lui qui se couchait dessus. Et moi, j'ai pris le relais à partir de 98. Aujourd'hui, il n'occupe plus l'une des 6 couchettes métalliques de la chambre. Mais comme tous les occupants, il vient de Bada, une commune isolée et déshéritée au nord-ouest du Mali. 1000 habitants,
un peu d'élevage, une agriculture dévorée par la sécheresse, Bada survit grâce à ceux qui sont partis. Le village s'en sortait sincèrement pas sans nous, hein, parce que il n'y avait pas d'école. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école à 6 km parce que mon père avait les moyens et tout. Mais il y a d'autres enfants de mon âge qui n'avaient pas ces moyens-là, qui n'ont pas pu aller à l'école. Et grâce à notre association, on a créé une école en 2000. En tout, ils sont 30 et tous les mois, ils versent 15 €. Une cotisation pour l'école à laquelle s'ajoutent environ 200 € que chacun envoie à sa famille. De l'argent pour la subsistance, mais aussi un investissement. Les immigrés de Bada veulent retourner au pays. À la famille derrière nous, on est obligé d'envoyer quelque chose à la famille pour ne pas... Mais on ne veut pas rester ici, on ne veut pas. On ne souhaite pas de rester ici, hein, mais on n'a pas le moyen. Nous sommes au Mali, village de Bada. Boubou, le fils de Sékou, étudie dans l'école financée par son père et les autres immigrés. Leurs enfants composent la moitié de la classe. Donc vous levez vos mains, ceux qui ont leurs parents en France là. Mais nous faisons des Français, au boulot correct. Mais nous faisons France. Mais nous faisons France. Et faisons France. Ces enfants partiront-ils un jour comme leurs aînés? Les 3/4 des hommes en âge de travailler se sont expatriés. L'élevage et une agriculture en régression ne pourront pas nourrir les nouvelles générations. Mais jusqu'à Bada, on a entendu parler de la nouvelle loi présentée par Nicolas Sarkozy et restreignant l'immigration. Yassa, l'homme qui a vécu 29 ans au foyer de Montreuil, s'inquiète. S'entendre parler à la radio, même si tu as fait les 10 ans, c'est pas possible d'avoir un séjour. Donc, si tu es un pays régulier, tu n'as pas le papier. Tu n'es pas quelqu'un, tu es zéro. Ce centre de santé, c'est en partie l'œuvre de l'association de Montreuil. La salle d'accouchement, bien que rudimentaire, a permis de sauver des mères et des enfants. Aujourd'hui, le village n'a qu'une peur, que se ferme la route pour la France. La mésaventure de la très prestigieuse BBC en Grande-Bretagne, la radio et la télévision publique réputée pour sa rigueur. Un homme à la recherche d'un emploi qui attendait tranquillement dans le hall a été confondu avec un expert en économie. Il a été invité par méprise donc sur un plateau en direct et il ne s'est pas démonté. Yasmina Farber. Dans cet immense bâtiment de Londres, le siège de la BBC, des milliers de personnes se croisent. Ce jour-là, une émission économique évoque un procès entre une maison de disques et un éditeur de musique sur Internet. Sur le plateau, un invité. Guy Kounet, vous êtes producteur de technologie sur Internet. Panique à bord, puis flegme congolais. Je suis très surpris. Guy Goma attendait son entretien d'embauche dans un hall de la BBC. Le candidat pense que c'est un test. On ne m'a pas présenté les choses comme ça. On m'a juste parlé d'un entretien. Je suis très surpris. Ah oui, très surpris. La journaliste sent le stress, mais elle enchaîne. Guy Goma a compris l'erreur, mais il ne veut pas la mettre dans l'embarras. Et beaucoup de personnes téléchargent? Aujourd'hui, partout, vous voyez des gens qui téléchargent sur Internet tout ce qu'ils veulent, sur tous les sites. L'invité par erreur a sauvé les apparences, mais la BBC est fair-play, place à l'autodérision. L'expert postulait pour un poste de technicien et le voici en guest star pour le récit de cette aventure. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? J'étais très choqué. Là, ça va mieux. Le téléspectateur apprend que l'informaticien en retard a regardé incrédule l'émission dans un autre hall d'accueil. Guy Goma profite à nouveau du direct. Il veut vraiment travailler pour la BBC. Voilà, on ne sait pas encore s'il a obtenu l'emploi qu'il convoitait. L'homosexualité reste un délit, parfois un crime dans de nombreux pays du monde, d'où l'idée l'an dernier d'une journée mondiale contre l'homophobie. C'est donc la 2e édition. Voici l'exemple de la police britannique. Pour faire évoluer l'image de l'institution, une brigade s'est lancée dans une politique affichée de recrutement d'homosexuels. Reportage Maryse Burgot, Dominique Marotel. Lorsqu'il est entré dans ce commissariat, il y a 10 ans, l'homosexualité était un sujet tabou. Peter Rigby, officier de police dans le centre de l'Angleterre, a donc caché à ses collègues jusqu'en 2001 son orientation sexuelle. Je pensais que les gens ne l'accepteraient pas. Je pensais qu'ils ne voulaient pas savoir, alors je n'ai rien dit.
Dans cette zone rurale du Staffordshire, pas facile d'avouer son homosexualité, mais les mentalités changent. Aujourd'hui, un policier sur 10 dans le comté est homosexuel et le dit ouvertement. Cette unité vient d'ailleurs d'être désignée au niveau national comme l'employeur le plus ouvert à leur égard, étonnant dans ce milieu qui fut très longtemps plutôt homophobe. Pendant des années, les homosexuels ont hésité à venir déposer leur plainte parce qu'ils craignaient de ne pas être entendus par la police. Maintenant, ils savent que nous allons les prendre au sérieux. Ce policier appartient d'ailleurs à une brigade chargée du suivi des agressions à caractère homophobe. Les insultes liées à la sexualité ne sont ici jamais classées sans suite. Et parce qu'il connaît très bien ce milieu, Peter est un officier très efficace. Depuis que la police reconnaît que l'homophobie est un crime, il y a vraiment plus de confiance dans les policiers. Voilà donc comment le commissaire du comté a été élu employeur le moins homophobe de Grande-Bretagne. Le trophée, un saladier de cristal, le fait doucement sourire, mais il est le symbole d'une vraie révolution. Toujours à l'étranger, la Chine additionne les taux de croissance records, on l'évoque souvent ici même, mais cette entrée fracassante dans la mondialisation a aussi ses revers. Comme en Occident, un enfant chinois sur 10 est touché par l'obésité. L'alimentation est devenue plus riche. Le gouvernement vient de lancer un grand programme national. Sur place, Jacques Cardos, Sylvain Giaume. Ils ont entre 13 et 25 ans et pèsent parfois plus de 150 kilos. Là aussi, la Chine a rattrapé son retard. Contraints de suspendre leurs études, les adolescents sont de plus en plus nombreux à intégrer ces centres spécialisés pour enfants gros. On estime à 130 millions le nombre de Chinois en situation de surcharge pondérale. Alors, pour motiver les troupes, à l'entrée, on affiche les résultats des pensionnaires de façon patriotique. Le drapeau rouge, ça veut dire que tu as perdu 2,5 kg. Le bleu, seulement 1,5 kg. Mais le noir, c'est que tu n'as rien perdu ou même que tu as pris du poids. Et chaque lundi, c'est le même rituel. Dans le bus qui les emmène aux activités physiques, le moniteur annonce les noms des bons et mauvais élèves, avec sanction à la clé. À ceux qui ne perdent pas 7 kilos, je vous supprime la grasse matinée. Cette semaine, il y a 19 drapeaux bleus et ce n'est pas bien. Les responsables veulent des résultats car l'Organisation mondiale de la santé estime que le pays pourrait compter 200 millions d'obèses en 2025 si rien n'est fait. C'est donc un programme draconien auquel les 60 pensionnaires doivent se livrer. Tous les jours, ils ont droit au cours de stretch d'1h30. Certains le prennent avec beaucoup d'humour. Nous, on fait vraiment ce qu'on nous dit de faire. On est de compatriotes et on suit la ligne du parti. C'est pourtant bien le parti qui a décidé l'arrivée des fast-foods américains il y a plus de 15 ans lors des réformes de Deng Xiaoping. Des mesures qui ont changé les habitudes alimentaires chinoises. Aujourd'hui, ce sont les 7-12 ans qui sont les plus touchés. Au centre, on réapprend donc à s'alimenter sans évacuer la cuisine grasse. On leur donne quand même des aliments gras parce que si on coupe, lorsqu'ils retournent chez eux, ils reprennent du poids. Or, ce que l'on veut, c'est qu'ils se maintiennent. Ce programme à base d'acupuncture dure 1 mois et coûte 600 €, 2 mois de salaire d'un cadre. Seuls les plus riches ont les moyens, d'autant que l'État ne finance rien. Mis à part quelques timides recommandations, le gouvernement n'a jamais franchement réagi face au problème de l'obésité, ce qui serait de toute façon assez malvenu après des années de privation. Retour en France avec le programme de réintroduction des ours qui se poursuit dans les Pyrénées. Un 3e animal a été lâché la nuit dernière à Arbas. C'est une femelle âgée de 5 ans capturée en Slovénie quelques heures plus tôt et qui pèse 100 kilos. Des opposants à l'ours étaient présents. Ils n'ont pu perturber le lâcher. 2 autres animaux sont prévus au programme dans les semaines qui viennent. À la veille de l'été, alors qu'on craint bien sûr les incendies, les pompiers du Var menacent de lancer une grève illimitée. Ils dénoncent leur système de primes. Une manifestation s'est déroulée hier dans un climat plutôt tendu. Olivier Théron, Raymond Chaplard sur place. Ils ont enfilé leur tenue, casque, cagoule ignifugée. Mais ils ont décidé d'allumer le feu plutôt que de l'éteindre. Les pompiers du Var, les sapeurs de base, à coups de fumigène et de tomates pourries, ont bombardé les locaux de la direction à Draguignan. Depuis 1 an, ils demandent la mise en place d'une prime intégrée à leur salaire, comme dans le département d'à côté des Bouches-du-Rhône. Il nous a été confirmé que pour 2006, il n'y avait rien de prévu. Par contre, nous entamons des négociations à la mi-juin.
1 400 € par mois, c'est le salaire de base des soldats du feu, 1 600 pour un caporal. Les hommes du rang espéraient une prime de 200 € par mois. Le conseil d'administration ne les a pas entendus. On ne demande pas d'aide, on ne demande rien, on travaille, on se lève le cul. Et pourquoi pour ça? La CGT et le syndicat autonome appellent à la grève. Le mouvement n'affectera pas le fonctionnement des urgences, mais il peut avoir un impact en cas d'incendie majeur comme en 2003. Les pompiers pourraient refuser de se mobiliser sur leurs heures de repos. J'ose espérer que si le département du Var souffrait et que la population était en péril, aucun ne mettrait ce genre de menace à exécution, parce que ça serait vraiment mélanger une revendication salariale syndicale avec, je dirais, l'exercice de sa profession. De nouvelles négociations devraient se tenir au mois de juin. Le degré de sécheresse et le risque d'incendie pourraient donc largement peser sur les débats. L'environnement avec les conséquences très concrètes de la raréfaction de certaines espèces. En l'occurrence, il s'agit d'insectes et notamment d'abeilles. Partout sur la planète, leur nombre est en chute libre. Or, ils participent très activement, ces insectes, à la pollinisation, la fécondation des plantes. Les chercheurs, en France par exemple, tirent la sonnette d'alarme. Mallory Aounou, José Boulestex. Vous le voyez là? Regardez, devant, la noire devant vous. Quand le chercheur devient chasseur. Bernard Vessière est spécialiste des insectes pollinisateurs. Il vient de capturer une abeille charpentière, la seule à se nourrir du nectar de ce genêt d'Espagne, et donc la seule à assurer sa fécondation en transportant le pollen de fleur à fleur. Quel est l'intérêt de capturer ces insectes? Ça nous aide à quantifier l'abondance et la diversité des pollinisateurs et effectivement avoir des références pour pouvoir quantifier leur déclin ou l'évolution de leur population. Et le constat est inquiétant. D'après l'enquête menée au niveau européen, 30% des espèces de pollinisateurs sont en déclin. Premières concernées, les abeilles domestiques et sauvages, 20 000 espèces dans le monde, mais aussi les bourdons, certains papillons ou coléoptères. Or, leur rôle est considérable. 80% des espèces végétales mondiales et 84% des espèces cultivées en Europe dépendent directement de la pollinisation par les insectes. Fruits, légumes, condiments. Sans les abeilles, il n'y aurait presque que de la pomme de terre, des épinards et des bananes dans nos assiettes. Pour certains agriculteurs, leur raréfaction se fait déjà sentir. Et ces dernières années, il y a eu des manifestations importantes de ce déclin, avec par exemple la crise de pollinisation très réelle des vergers d'amandiers en Californie, où on a dû transporter des colonies d'abeilles en toute urgence depuis l'est des États-Unis, l'État de New York, jusqu'en Californie. Sans compter les conséquences en termes de biodiversité. En cause, l'urbanisation, la monoculture qui raréfie l'habitat et la nourriture des insectes et bien sûr les pesticides. Certes, on commence à imaginer des solutions comme des jachères fleuries pour repeupler les espèces, mais il faudra bien plus pour inverser la tendance. Des images qui font du bien après un hiver rigoureux et un début de printemps pluvieux. Des images estivales. On a battu des records de chaleur à Albi aujourd'hui avec 33 degrés. Et même dans la région de Nantes où il faisait, vous l'avez vu, 19 degrés aujourd'hui. Certains ont sorti les maillots et tenté même la baignade. Il fallait en profiter car les orages reviennent demain. Précision avec Isabelle Martinet tout à l'heure. Les sciences, depuis 10 ans, les astronomes identifient régulièrement de nouvelles planètes hors du système solaire. Mais la découverte effectuée ces derniers jours attire l'attention. 3 planètes gravitant autour d'une étoile. C'est à ce jour l'ensemble qui ressemble le plus à notre propre système solaire. Nicolas Châteauneuf, Annie Triboire. 3 planètes lointaines et massives qui tournent autour d'un soleil légèrement plus orangé que le nôtre. Pour assister à ce spectacle, un homme devrait voyager 41 ans. À la vitesse de la lumière. Un très très long voyage pour découvrir ce que les astronomes ont appelé le trident de Neptune, en référence à la 8e planète de notre système solaire. Un pas de géant dans la chasse aux planètes lointaines, réalisé ici au Chili, à l'Observatoire austral européen. En pointant leurs instruments sur une étoile, les chercheurs ont analysé les légères perturbations qu'un corps gravitant autour d'elle peut lui impulser. Résultat, ils n'ont pas découvert une, mais 3 planètes. 2 rocheuses tout près de l'étoile, séparées par une ceinture d'astéroïdes d'une 3e gazeuse. C'est la première fois que l'on découvre en même temps 3 planètes d'une taille aussi modeste dans un système qui ressemble autant au nôtre. Il y a encore 11 ans, on ignorait la présence de planètes extrasolaires. Les techniques progressent à une vitesse diabolique. Je pense que notre génération va connaître, ou au moins notre siècle, va connaître la découverte d'une planète comparable à la Terre autour d'une autre étoile. Les chercheurs ont également montré que la 3e planète se situe dans une zone où l'eau pourrait exister à l'état liquide et donc permettre en théorie l'éclosion de la vie. La planète en question est bien trop massive pour cela, mais cette découverte montre que les chercheurs progressent très vite dans leur quête éperdue d'une sœur de la Terre.
Le phénomène du métissage en France, le nombre d'unions mixtes augmente régulièrement. Les enfants métis sont de plus en plus nombreux. C'est très à la mode dans les publicités ou les chansons, car avoir deux cultures est évidemment une richesse, mais ça n'est pas toujours facile, car il faut se construire entre deux identités. Un reportage Florence Bouquilla, Patrice Acheret. 1, 2, 3, oui. La pub a compris depuis longtemps quelle partie elle peut tirer des enfants de toutes les couleurs. Maintenant, ce sont les métis qui ont la cote. Garance a 6 ans et demi, 2 frères et une notion assez précise de son identité. Pourquoi tu dis que tu es métisse? Parce que mon papa il est chinois et ma maman elle est française. Mais alors c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. C'est plus moi qui suis interpellée dans la rue par des personnes qui me demandent si ce sont mes enfants, si j'ai été adoptée, voilà. Le métissage ne poserait donc pas de problème particulier à l'enfant, à condition que ses parents arrivent à trouver un équilibre entre leurs deux cultures. Bonne continuation. Je pense que ça demande pour les parents une grande maturité, quoi, de pouvoir penser à la fois la transmission de soi et la transmission de l'autre. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir constamment cette pensée-là et cette expérience-là. Mais si l'un des deux parents nie sa propre culture, l'enfant peinera à s'approprier ses origines. Razbawa, chanteur béninois, marié à une Française, a résolu le problème dès la naissance de leur fils. Vous lui parlez quelle langue? Je lui parle ma langue du Dacha. C'est une langue qui est parlée au centre du Bénin. Voilà. Et il comprend? Je ne le parle pas tous les jours, mais quand même, il y a des mots qu'il comprend déjà. Bata. Bebatamou. Bata. T'as oublié? Voilà. En grandissant, l'enfant devenu adolescent ressent souvent le besoin de mieux connaître ses racines. Comme Dolly, née en France, de père français et de mère sénégalaise. Et forcément, quand c'est quelque chose qui est en toi, tu as envie de savoir vraiment, de savoir pourquoi et comment c'est là, tes origines, c'est toi donc. Awa, la maman de Dolly, a aussi un petit garçon, Alan. Comme bien d'autres parents d'enfants métis, elle a dû consolider son propre lien avec son pays d'origine afin de transmettre leur histoire à ses enfants. La maison des esclaves, à l'île Gorée. Vous étiez esclaves? C'était petite, pas nous, mais nos ancêtres. C'est pas vu mes esclaves. J'ai plus d'attaches qu'ici que là-bas. Hein. Parce que comme j'ai quitté mon pays, j'étais petite, j'ai grandi ici, donc... Mais je fais tout pour qu'il y ait quelque chose de chez moi, mais c'est pas facile. Pour plus d'1 million d'enfants métis, il est donc parfois complexe de se construire une identité, mais avec l'âge, ils apprennent à puiser leurs forces dans leur double origine, comme l'a fait avant eux le métis le plus célèbre de France. Tapis rouge et crépitement des flashs, c'est parti pour le Festival de Cannes avec bien sûr la fameuse montée des marches, en vedette le sourire d'Audrey Tautou et la robe de Monica Bellucci. Christophe Hérault. C'est le mois de mai en fin d'après-midi et tous les ans c'est la même histoire, 100 mètres de tapis rouge deviennent le centre du monde. Et pas la peine de se demander pourquoi, il suffit d'un profil de Monica Bellucci ou d'Andy McDowell, de Sam Jackson qui se prend pour un photographe, d'une cohue électrique mais élégante, et le carnaval du cinéma peut débuter. Mais bon sang, que ressent-on quand on monte ces satanées marches? Bon, on se sent un peu star hein, quand même. Il n'y a pas à dire. Hein. On y croit. C'est un rêve chaque année, on est obligé d'être à Cannes, c'est comme une drogue. C'est un spectacle très agréable et puis après, une fois qu'on est rentré dans le palais, on s'immerge dans le film. Et pour parler de cinéma, ce soir c'est encore le David Chicotte qui fait le spectacle. Du film événement qui ouvre ce 53e Festival de Cannes. L'équipe du Da Vinci Code, menée par son réalisateur, Monsieur Ron Howard. Avec en bonus Dan Brown, auteur du polar et jusqu'ici avare en apparition, suivi de près de l'équipe du film que je pense je n'ai plus besoin de vous présenter. Dans le sein des saints du palais du festival, Vincent Cassel fait les présentations. L'actrice italienne Monica Bellucci. Échange de regards,
avant que l'acteur et réalisateur Sidney Poitier signe l'ouverture du festival. The 59th Cannes Film Festival. Salut Cannes. C'est le mois de mai en fin d'après-midi et c'est parti pour la 59e édition du Festival de Cannes. Alors le Da Vinci Code justement, on en a beaucoup parlé sans l'avoir vu. Il a enfin été montré et il a suscité les ricanements de la critique. Alors snobisme ou clairvoyance, reportage Marie-Jo Jouan, Vincent Bouffartigue. Nous voilà mêlés à une guerre visant à protéger un secret si redoutable que sa révélation réduirait à néant les fondements de l'humanité. Une guerre des nerfs, oui, pour la presse. Un secret gardé jusqu'au dernier moment, l'aumône de 30 minutes de film accordé à certains journalistes et hier seulement la projection dans son entier. Nous avons enfin la clé de ce code ultra médiatisé. Ça va très très vite, il n'y a plus de place pour les personnages, c'est très très rapide, c'est bourratif. Je suis empêtré dans une histoire que je ne comprends pas. Un peu compliquée cette quête du Graal entre Paris et Londres, ou est-ce la thèse plutôt osée que Jésus aurait eu une descendance avec Marie-Madeleine qui pose problème? Partout dans le monde, qu'on soit bouddhiste, musulman ou catholique, chacun sait en quoi il doit croire. La question n'est pas de savoir qui détient la vérité. Certains catholiques considèrent cette histoire comme une provocation. Quand on demande à Tom Hanks ce que sa femme très croyante pense du film, réponse: nos convictions, à ma femme et à moi, c'est qu'on nous retire nos péchés, pas nos cerveaux. Un point, c'est tout. Vous y croyez à tout ça? Moi, ça me plaît de croire que Jésus était marié. Je sais que l'Église catholique a un problème avec les homosexuels. Cela prouve au moins que Jésus ne l'était absolument pas. Promotion oblige, réponse légère à embryon de polémique. C'est au public de juger, première réaction à chaud. Je suis ennuyée à mourir, voilà. C'était bien, c'était fidèle au roman. Ah, c'est bien réalisé, voilà. Bilan, la presse à la dent dure, le public est divisé. On n'en a pas fini de décoder ce film phénomène malgré tout. Sport, une image de football. Cette fois, c'est vraiment le dernier but de Zidane avec le maillot du Real Madrid. C'était hier soir en dernière journée de Liga, le championnat espagnol. Le Français a marqué, ça n'a pas suffi. Le Real s'est incliné 4-3 à Séville, déjà vainqueur de la Coupe de l'UEFA. Le Real qui est toutefois qualifié pour la Ligue des Champions. Salut Zinedine Zidane et à bientôt pour la Coupe du Monde. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h50, une fiction, Granny Boom avec Fanny Cotenson. À demain.